bonsoir, merci d'être là ce soir. Ce soir, nous sommes avec Véronique Ovaldé dans le cadre du festival Hors Limite de littérature dans le 93, qui se termine demain, qui a duré du 24 mars à demain, et qui a en fait, ce festival a une bonne dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années même, et il permet donc de faire surgir la littérature dans le 93, et aussi maintenant il s'ouvre à l'Est parisien, jusque dans le 20e. On a décidé, enfin on s'est concerté avec Véronique pour commencer cette rencontre avec des extraits musicaux. Et Véronique va nous parler de son choix pour commencer, de ces extraits, pourquoi on a décidé de commencer cette rencontre par des extraits musicaux. Oui, alors en fait, Cécile m'a demandé des extraits. C'est ce que vous avez entendu voilà, pendant ce petit moment d'attente. C'était une petite musique d'attente. C'était ma sélection. Il y avait à la fois Nina Simone, parce que Nina Simone, j'ai une passion pour Nina Simone. C'est elle que j'écoute le plus. Et c'est aussi parce que j'avais écrit un texte autour de la vie de Nina Simone, autour de ce qu'elle était, pour les chœurs de Radio France. Et avec donc les chœurs et les chœurs de jeunes gens, on devait faire un spectacle. Et il n'a jamais vu le jour, ce spectacle, parce que c'était en 2020. Et il devait vivre en avril 2020, donc il n'a jamais vu le jour. Mais j'en ai fait quand même quelques petites représentations de ce spectacle avec des musiciens qui à la fois jouaient du Nina Simone, chantaient du Nina Simone, et moi je lisais les morceaux du texte. J'en ai fait aux trois baudets, à droite à gauche. Donc ce sont des textes qui me fascinent, les textes de Nina Simone. Elle me fascine, parce que cette femme noire qui décide et qui veut absolument être la première concertiste noire de toute l'histoire du monde. Elle ne sera pas la première concertiste noire, parce que évidemment elle est ultra douée, mais elle ne pourra pas aller jusque-là. Elle me bouleverse. Voilà, donc Nina Simone, c'est pour ça que je vous ai mis Ain't Got No et Black is the Color. Après j'avais mis Placebo, parce que Placebo, j'adore cette chanson qui s'appelle Protect Me. J'ai un accent anglais déplorable, mais c'est pas grave, comme ça vous allez bien comprendre. Même si vous ne comprenez pas bien l'anglais, vous allez me comprendre. Protect me from what, c'est pas what, c'est what I want. Je vois qu'on a le même niveau d'anglais. Voilà, c'est un truc Ovaldé. Et cette chanson, je l'adore, parce que voilà, il y a des musiques aussi que j'écoute de façon extrêmement régulière, non seulement régulière, mais de façon obsessionnelle. Donc Placebo en fait partie. John Cale, il y avait Alléluia, Dying on the Vine. John Cale, c'était l'un des musiciens du Velvet Underground. Et voilà, donc c'est quelqu'un que j'écoute énormément. C'est un pianiste, et je l'écoute beaucoup, et en boucle. Parce que c'est pareil, ça me met dans un état de réflexion, on va dire. Après, il y a Divine Comedy, ça c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est pareil, c'est des choses en fait, je vous ai mis en fait les petites musiques que j'écoute quand j'écris ou quand je me mets à vouloir écrire. Et on a après les gynopédies de Satie, et on a évidemment les variations de Goldberg de Glenn Gould. Et donc ça, ce sont vraiment mes musiques totémiques, on va dire. Voilà. Qu'on réécoutera en fin de rencontre. Avec Flora et l'équipe de la médiathèque, donc on vous accueille et on accueille Véronique. On a préparé donc quelques questions autour du dernier livre de Véronique, Fille en colère sur un banc de pierre. Je ne me suis pas trompée cette fois. Tu l'avais appelé comment ? Je l'avais appelé Fille en pierre sur un banc de colère, ou quelque chose comme ça. C'était joli aussi. Et donc nous allons vous parler de ce roman, en tout cas très très particulier. Bien sûr, vous aurez un moment pour intervenir,
pour intervenir, pour poser des questions, il n'y a pas de souci. Véronique se prêtera au jeu des dédicaces et puis on boira un verre tous ensemble pour cette soirée. Donc moi je voulais vous planter le décor de Fille en colère sur un banc de pierre. Tu es obligé de le relire à chaque fois. Ah oui. Alors, Véronique, quand même, tu as des titres, on en reparlera plus tard, mais les titres sont souvent alambiqués, on va dire ça. Donc on est sur l'île le décor, je plante le décor. On est sur l'île de Iazza, qui est une île imaginaire. On sent que c'est quand même une île italienne au large de la Sicile. Tu m'arrêtes si je plante pas le décor. Si je dis n'importe quoi. On est au large de la Sicile, on est sur une île où vit une famille, la famille Salvatore. La famille Salvatore est composée du père et de la mère. Le père s'appelle Salvatore, 2 fois sauveur quand même. La mère s'appelle Silvia et ils ont 4 filles. L'aînée, c'est Violetta, la seconde, Gilda, la troisième, Aïda, qui est l'héroïne du livre, et la dernière, Mimi. Il ne vous aura pas échappé que ces 4 prénoms sont tirés d'un univers d'opéra, et c'est quand même c'est voulu, puisque 3 Verdi, une Puccini. Voilà. C'est la passion de Salvatore pour l'opéra qui va teinter son choix, en tout cas pour les prénoms. Vous ferez bien attention aussi, ce sont 4 filles. Donc on est sur cette île, qui est en fait une île volcanique, on est d'accord? Ou non? Tu la vois pas comme ça? Oui. Ah bah si, je le dis d'ailleurs, c'est une terre volcanique. Ouais. Voilà le décor. Le livre commence. Le patriarche, Salvatore est mort sur l'île. Et les 2 sœurs, qui sont Gilda et Violetta, contactent Aïda, leur sœur qui est exilée depuis 15 ans à Palerme, les contactent leur sœur, c'est le temps des obsèques du père. Et donc le retour de Aïda sur l'île de Iazza, le livre commence ainsi. Donc Aïda va revenir 15 ans après sur l'île de Iazza, appelée par une de ses sœurs, à l'occasion évidemment des obsèques du père. Il y a un drame dans cette famille. Dans toutes les familles, il y a des drames. Mais dans celle-là, il y a un drame. On le sait dès le départ. Ça, c'est la première page. Bien sûr. C'est la disparition de la dernière de la famille, Mimi, lors du carnaval de l'île. Dont, évidemment, on tient Aïda comme responsable. Et qui a conduit à son exil. C'est bien ça ? J'ai une question par rapport à la façon dont tu racontes je vous dévoile ça petit à petit. Dont tu racontes, Véronique. On a l'impression que Aïda est quand même le personnage principal, qu'elle nous parle, mais il y a quelqu'un d'autre qui parle. Il y a la narratrice. Et c'est toi. Et tu fais partie du roman. On a l'impression que tu fais partie de l'histoire. Comme tu disais tout à l'heure, la focale, tu montes, tu prends du champ et tu nous racontes une histoire, mais tu nous fais des petites remarques. Tu nous recomplices de ton histoire. Oui, alors... Je te laisse parler. Alors ça, c'est important, cette histoire. Voulu ou pas voulu, voilà. C'est complètement voulu. Alors, il s'avère que, comme je vous le disais, moi, je raconte des histoires. Alors, pendant longtemps, on m'a dit que j'étais une conteuse. Alors, je vous avoue que ça m'agaçait, ce mot. Ça m'agaçait, j'en ai déjà parlé, des raisons pour lesquelles ça m'agaçait. Parce que quand on est une conteuse, on n'est pas tout à fait un écrivain. Vous voyez ce que je veux dire? Une conteuse, c'est la dame qui raconte des histoires aux enfants dans la bibliothèque municipale, assise sur un pouf orange, habillée avec une robe en patchwork, avec ses grands cheveux et puis ses petites nattes. Elle raconte des histoires aux enfants. Et Dieu sait si moi-même je compte et je raconte, mais je fais ça tous les jours. Encore un aparté, je fais ça tous les jours de ma vie. C'est quand tous les matins sans exception, je lis tout haut à ma fille, celle qui a 12 ans. Je lis des histoires. Je lis des histoires depuis qu'elle a
2 ans, tous les matins. Parce que, on en reviendra à cette histoire-là, ne vous inquiétez pas, je fais des digressions, mais voilà, je suis la reine de la parenthèse. Alors, je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, Antonia, elle avait 2 ans, et le premier mot qu'elle a su prononcer, c'était « tranquille ». C'est le matin, en fait, quand je voulais la lever pour aller à la crèche, en fait, elle ne voulait pas se lever. Et ben, c'est pas facile, en fait, d'avoir un petit enfant de 2 ans qui, le seul mot qu'il sait prononcer, c'est ça, « tranquille ». Et je ne savais pas trop comment faire. Alors, pour ceux qui ont eu des enfants ou connaissent des enfants, en fait, on sait qu'on abdique certaines choses on accepte, et puis d'autres choses, en fait, on est intransigeant. Donc, Antonia, j'avais accepté le fait que le matin, je ne pouvais pas l'habiller, donc ça veut dire que la veille au soir, je lui donnais son bain et je l'habillais pour le lendemain. Donc, elle n'a pas eu de pyjama jusqu'à ses 8 ans, je pense. Donc voilà, Antonia. Personnage un peu particulier. Personnage sauvage. Et donc, j'étais bien embêtée, parce qu'il fallait bien qu'elle se lève. Oui, le monde n'est pas fait pour les personnes qui préfèrent se lever à 12 heures. Bon. Donc il fallait bien que je l'emmène à la crèche et après à l'école. À tel point d'ailleurs, je me souviens, parce que sa première année d'école, elle avait 3 ans, sa maîtresse d'école, son instit, avait écrit sur son petit... je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un bulletin, enfin je sais pas quoi, avait écrit Antonia est très agréable, entre parenthèses, sauf le matin. J'étais pas toute seule à trouver qu'il y avait un petit problème le matin. Et donc comment j'ai fait pour qu'elle accepte de rentrer dans une journée? Eh ben, je lui ai lu des histoires le matin. Alors on me dit, mais t'as le temps le matin? Bah ouais, je le prends. En fait, je me lève un peu avant elle et puis à ce moment qui est génial. Donc là, elle va avoir 13 ans cette année. Et tous les matins, sans exception, elle se lève. Elle n'a pas du tout envie de se lever. Alors maintenant, elle me dit pas tranquille et tout ça, mais enfin, elle peut être désagréable. Mais sinon, elle est aussi... Bon, elle a grandi, donc elle est un peu plus responsable. Enfin, vous la voyez débarquer dans la cuisine, elle a ses cheveux comme ça. Genre, elle devient adolescente, là. Hein, donc c'est aussi un autre type de catastrophe. Et donc, elle est assise comme ça. Et puis, je lui dis, tu veux que je commence à lire? Elle me dit oui. Elle parle tout bas comme ça. Je dis, oui. Et puis, je commence à lire. Le matin, je commence à lire. Et là, en ce moment, on en est au 6e tome de Harry Potter. Et donc, tous les matins, je lui lis. Et c'est pas mal, hein, parce que Harry Potter, c'est quand même des milliers et des milliers et des milliers de pages. Hein. Chaque bouquin fait 1000 pages. On est au 6e tome. Et je la vois se déployer. Et franchement, hein, c'est qu'elle est comme ça, et si je suis comme ça, et puis du coup, elle écoute ce que je lui raconte. Et elle intervient. Elle prend son petit déjeuner, moi je suis en train de boire mon thé. Et elle intervient, elle fait des remarques, elle me dit « Ah oui, mais attends, mais ça, on avait vu ça la semaine dernière. » Et ça, c'est génial. Je vous raconte ça parce que pour vous dire, mais c'est fou, en fait. Nous sommes vraiment... Moi, je le vois tous les matins. J'en ai cette expérience. On est des animaux à histoire. On aime tellement qu'on nous raconte des histoires. J'ai perdu la question du début. Je vais la retrouver. C'est quoi? C'est-à-dire que tu fais partie de l'histoire. Ah oui, la narratrice. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis dans l'histoire? Parce que justement, ça a un lien avec ça, c'est que je suis la personne qui raconte les histoires. Et je m'en rends compte depuis toujours, je suis cette personne qui raconte. Et à tel point que, par exemple, dans Vera Candida, le livre, il s'appelle « Ce que je sais de Vera Candida ». Alors, dans le livre, il n'y a pas une première personne. Il n'y a pas de « je ». Mais c'était déjà là, cette posture de « allez ». On s'assoit ensemble sur nos poufanges et je vais vous raconter une histoire. Et donc, dans ce livre-là, j'ai vraiment été plus encore la narratrice du livre. C'est qu'il y a un « je » qui intervient régulièrement, qui donne son avis. Voilà, vous avez un narrateur, il y a un conteur, une conteuse, qui donne son avis sur la situation, qui donne son avis sur les personnages, qui prend à partie Tu le prends à témoin. Ouais. Tu prends ton lecteur ou ta lectrice à témoin. Mais alors ça aussi, c'est quelque chose qui est assez agréable, parce que je raconte quand même des histoires, très souvent des histoires tragiques. Et des histoires tragiques parce que notre condition,
là vous allez être content d'être venu ce soir. Notre condition humaine est tragique, je ne vous l'apprends pas. Nous sommes en effet, nous faisons partie des seuls animaux qui savent qu'il y a une fin à tout ça. Nous sommes périssables. Et tu as bien dit périssable, c'est joli. Oui, mais et c'est à la fois, c'est ce qui donne aussi forme et dignité à nos vies, hein. J'en suis convaincue. Mais c'est à la fois une malédiction et un privilège. Ça me tarabuse depuis que je suis grande comme ça. Et c'est sans doute pour ça que j'écris et pour ça que je lis autant. J'essaie de me réconcilier, j'essaie de me fortifier, j'essaie de me réconcilier avec notre nature périssable. Et donc, quand j'écris en fait mes livres, les livres que je publie, je suis tout le temps là, je suis tout le temps présente. Et ça me permet, ce jeu, ça me permet l'humour. Parce que cette lucidité dont je parlais à l'instant, cette lucidité, cette conscience de notre nature périssable, cette lucidité sur ce qu'on est, elle ne doit pas exclure l'humour. Et le jeu, dans mes livres, il est là, en fait, pour s'amuser un peu, pour nous amuser. Alors moi, j'ai une passion pour les livres de rôle, hein, en plus. C'est pas pour rien que la dernière fois que je suis venue, je crois que j'étais venue avec Philippe Janada. Tout à fait. Philippe, moi, j'aime ce qu'il fait depuis toujours. Et Philippe Janada, c'est quelqu'un qui me fait tellement rire quand je le lis. Les livres qui me font rire, il n'y en a pas tant que ça, hein, des livres qui nous font rire. Mais les livres à la fois métaphysiques et hilarants, moi c'est ce que je préfère. Encore une fois, ça me réconcilie avec le fait d'être au monde. Donc, là, j'ai vraiment assumé d'être un jeu dans ce livre. Il n'est pas trop présent, parce que aussi, il y a quelque chose qui me perturbe, c'est les jeux dans les livres qui sont complètement artificiels, c'est-à-dire que complètement factices. C'est-à-dire, j'aurais pas pu être Aïda dans le livre, l'un des personnages. J'aurais pas pu être Violetta, d'autres personnages. J'aurais pas pu dire je pour ces personnages-là, parce que ça m'aurait semblé être un artifice. Je crois que j'ai abandonné ça. Je crois que j'ai écrit 2 livres, je crois, qui étaient à la première personne. Après, je vous dis ça, peut-être le prochain, il sera à la première personne et vous serez les premiers à me dire vous aviez dit que jamais vous feriez ça. Voilà, donc je veux pas le faire pour le moment et je me sens très à l'aise pour donner mon avis sur l'histoire même que je suis en train d'écrire. Et c'est très récréatif, hein, je vous avoue. C'est comme ça que vous êtes toujours dans cette espèce de... la focale dont je parlais, vous êtes toujours avec un petit pas de côté, vous regardez ce que vous êtes en train d'écrire, vous donnez votre avis. Voilà, c'est très agréable. Ça rythme ton livre aussi. Ça alors, apporte un rythme. J'avais peur que ce soit un peu agaçant. Donc j'ai demandé à mon éditrice, qui est à la fois extrêmement indulgente, comme vous avez compris, puisqu'elle ne m'a pas non plus rembarré tout de suite avec mon titre qui faisait 12 mètres de long. Elle est à la fois indulgente, mais elle est bienveillante, on va dire. Elle est bienveillante, mais elle est vraiment pas complaisante. C'est une dure de dure. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu penses que... quand elle a lu le texte, elle avait été extrêmement enthousiaste. Je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que ce jeu, il est de trop? Elle m'a dit, surtout pas, n'y touche pas, c'est très bien. Mais moi, j'avais peur, en fait, que ma façon de donner mon avis, en fait, je donne mon avis tout le temps, dans des parenthèses, sur des situations, sur les personnages. Je prends à partie, en effet, le lecteur. Et j'avais peur que ça puisse être agaçant. Donc, en l'occurrence, je me rends compte que ça ne l'est pas, puisque c'est plutôt quelque chose d'assez... amusant aussi, et d'assez rassurant en fait, je pense. Ça rythme, et c'est surtout quand il y a des moments où tu es à l'acmé dans une situation où il y a quand même beaucoup de tragique, il y a des moments où il y a du suspense aussi, où on attend la suite. Tout de suite, tu changes le rythme, tu nous réinstalles dans autre chose. Et comme si tu ponctues ton roman comme ça, en disant hey, je suis là. Vous inquiétez pas, je vous laisse pas tout seul.
dans cette oui, histoire. Oui, mais ça c'est important. C'est très important. De ne pas laisser tout seul le lecteur, la personne qui est là, en fait, avec vous. Au moment où vous écrivez, enfin, moi, au moment où j'écris, je ne pense pas au lecteur, heureusement. Je pense à personne. Et non, mais, pardon, ça te fait rire. Je pense à personne. Si, en fait, en vrai, si. Je pense à des gens, mais c'est des écrivains auxquels je pense, qui sont sur mon épaule. Voilà. C'est mes affaires personnelles, c'est ma petite intimité d'écrivain. Donc je pense à personne et c'est aussi parce que j'écris la nuit, donc la nuit, tout est un peu particulier, on le sait, hein, la nuit, on ne pense pas de la même façon que le jour. Alors je vais encore utiliser ce mot, nous sommes des animaux diurnes. Et là je m'en rends compte 1 milliard de fois, on s'en rend compte tout le temps, vous connaissez les cogitations insomniaques. En pleine nuit, vous vous réveillez à 4h du matin, vous pensez à des trucs, et ça prend des proportions complètement délirantes. Et au matin, quand le jour se lève, vous dites « Mais putain, j'ai pas dormi à cause de ça. » Les cogitations insomniaques. Et donc, moi, voilà, je ne peux pas dormir plus que 4 heures de suite, donc je me réveille. Et donc, soit je cogite, et là, c'est pas bien. Soit je me lève, et j'écris. Et quand j'écris, il y a quand même ce lien très fort avec le rêve, avec le sommeil, avec les cogitations insomniaques. Donc je ne sais pas exactement ce que je suis en train d'écrire, mais j'aime bien. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu mystérieux, j'avoue, et parfois j'ai peur que ça disparaisse. C'est un peu miraculeux. En même temps, je le fais depuis que j'ai toute petite fille. Je suis toute petite fille, toi tu le sais. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est ma sœur. Et donc elle le sait. C'est depuis que je suis petite fille. C'est là, c'est présent. Je suis très habitée par tout un tas de gens. Ce qui parfois est... parfois, ça peut être encombrant. Mais c'est aussi très agréable. Vous n'êtes jamais tout à fait tout seul. C'est pas mal. Donc, cette écriture nocturne fait que je ne pense pas du tout ni aux gens à qui pourrait s'adresser le livre, ni à des lecteurs, ni aux gens dont je pourrais parler dans le livre, parce que c'est de la fiction, mais évidemment, tout ce que je vis, tout ce que j'entends, tout ce qui se passe en fait dans ma vie, tout ce que j'écoute, voilà, ça infuse et ça diffuse, on va dire, dans mes livres. Et je n'y pense pas au moment où je le fais, et j'aime bien en fait ce travail à l'aveuglette. Enfin, je pourrais pas faire autrement, je crois. Donc voilà, ça vous va, le jeu, vous avez pigé le truc, c'est que le jeu, en fait, il est assez pratique pour moi. Flora, tu vas nous parler du carnaval, hein, de ce moment du livre où il va se passer l'irréparable. Enfin, en tout cas. Je te laisse. Oui, puisque le point central de votre roman, une fois qu'on l'a lu, on se rend compte que c'est la scène du carnaval, où Mimi et Aïda se retrouvent séparés, et c'est vraiment le point de bascule. Moi, ce que j'ai remarqué dans ce passage, c'est qu'il y a des phrases très longues. En tant qu'lectrice, j'avais du mal à reprendre mon souffle. Comment vous avez travaillé ce passage-là ? Alors, je redis, si tu veux bien, parce que pour les gens qui n'ont pas entendu ce que tu disais, Flora parle du passage du carnaval, qui est en effet un point central. C'est le moment où Aïda et Mimi, sa petite sœur, Aïda a 8 ans, Mimi a 6 ans, elles font le mur un soir de carnaval, parce que c'est interdit, et parce qu'on a tellement envie de faire des choses qui sont interdites. Donc elles font le mur, et elles y vont toutes les deux, elles s'aiment beaucoup, toutes les deux. Et au petit matin, il n'y en aura qu'une qui va revenir, Aïda. Mimi va disparaître pendant cette nuit de carnaval. Et quand je raconte la nuit du carnaval, qui est à peu près au centre du livre, d'ailleurs, hein, comme tu dis, Flora disait qu'elle avait eu du mal à reprendre son souffle, mais c'est très bien parce que c'est exactement ça qui se passe. Le carnaval, c'est quand même un moment fou, en général. C'est un moment de déraison. C'est pas pour rien qu'on dit le carnaval des fous. C'est un moment où la transgression, elle est absolue, il n'y a plus de limite, ni entre les générations, ni entre d'ailleurs les milieux socioculturels.
tout le monde se mélange. D'ailleurs, souvent les gens sont grimés. Donc on échappe même à sa propre identité. Donc c'est un moment de folie. Et là, les deux petites, elles vont se retrouver à ce moment-là, dans ce carnaval, ce tourbillon. Et quand j'ai écrit ce passage, je l'ai écrit en pleine nuit, comme d'habitude, mais de bout en bout, sans y toucher. Et je le marmonnais en même temps. Parce que j'ai tendance à marmonner pendant que j'écris. Heureusement, d'ailleurs, c'est de la nuit que je fais ça. Sinon, je parais très cinglée. Et donc, je marmonne en même temps, j'écris, et donc ça va plus vite. D'ailleurs, en marmonnant, j'écris plus vite. Et donc, ce passage-là, particulièrement, je l'ai écrit en parlant. Parce qu'il fallait qu'il ait une rythmique. Il y avait une intensité dramatique dans ce passage, puisque Mimi allait disparaître. Je le savais, tout le monde le savait, puisqu'on le sait depuis le premier chapitre, mais il fallait mettre en scène la disparition de Mimi. Et je voulais la mettre en scène. Je ne voulais pas la laisser passer... je ne voulais pas la passer sous silence, cette disparition. Donc je voulais vraiment qu'on assiste à cette disparition. Et donc je l'ai écrite, en effet, cette disparition, et j'ai écrit ce chapitre. Il doit faire 4 pages. Et je crois en effet qu'il n'a pas de points. Je pense qu'il y a des virgules, et il y a des passages à la ligne, avec des répétitions, avec des scansions. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand j'écris, selon ce que je suis en train de raconter, j'adopte des manières différentes, des styles différents. Il y a des passages, en fait, c'est que du dialogue, parce qu'on est dans des dialogues familiaux, ou des dialogues de couple, ou des gens qui se racontent des histoires, donc ils se répondent, et c'est très intéressant le dialogue. Et à mettre en scène, parce que ça doit dire des choses des personnages, sans qu'ils se racontent eux-mêmes. C'est toujours le truc, en fait, qui est très intéressant. Alors moi, je suis éditrice, par ailleurs, donc, en fait, c'est quelque chose Enfin, c'est quelque chose... je suis très sensible à ça, au dialogue en général, et aussi au fait qu'un texte ne doit pas être démonstratif. Un texte ne doit pas être dans le commentaire. Un texte doit donner à voir. Et dans les dialogues, on donne à voir. Et dans une scène comme celle du carnaval, je donne à voir. J'explique pas ce qui s'est passé. Je donne juste à voir, avec cette phrase en permanence où elles se disent, la grande dit à la petite, si on se perd, on se retrouve ici. Et c'est devient une espèce de mantra. Donc la grande, elle dit, de toute façon, moi on s'est dit ça avec Mimi. Si on se perd, on se retrouve ici. Finalement, elle ne se retrouve pas à l'endroit dit. Et donc il y a quelque chose comme ça presque de la chanson, hein, une espèce de refrain dans ce passage-là, qui est donc un chapitre très bref, mais qui raconte le moment où tout bascule dans cette famille. Je crois que tu en as bien parlé. Moi aussi, j'avais vraiment remarqué que c'était haletant. On n'avait pas de souffle, on ne reprend pas son souffle à ce moment-là, et on est vraiment, on sent qu'il va se passer quelque chose. Enfin, tu nous mets sur la voie, mais on sent qu'il y a un mouvement qui se fait. Moi, je voulais te parler du thème de l'enfance, qui est un thème qui revient souvent dans tes livres. Enfin, en tout cas, il y a des enfants. Souvent, il y a des enfants dans tes livres. Et dans celui-là, il y a 4 filles qui viennent des femmes ensuite. Et sur l'âge insouciant, c'est-à-dire l'enfance, ce moment insouciant. Et je voulais vous lire un petit passage, et Véronique aussi, je pense qu'on a convenu que tu lirais aussi quelque chose par rapport à l'âge, à l'enfance. Je vais commencer par vous lire un petit extrait. Donc c'est Aïda qui parle. C'est bien ça, Vérou? Je ne sais plus ce que tu veux lire. Dans la piscine, dans la mer. Elle se souvient. Ah oui, bien sûr. C'est Aïda. Elle se souvient brutalement d'une de ses peurs d'enfant. Une jolie peur, presque une intuition, ou un avertissement. Elle craignait toujours, quand elle se baignait dans la crique de Cala Andrea, que sa mère et les autres mères ne soient plus sur la plage quand elle sortirait de l'eau. Que ce soit d'autres femmes à leur place, qu'il n'y ait plus personne de connu. Elle aurait quitté un rivage pour aller barboter là où elle n'avait pas pied, et elle serait revenue sur un autre rivage. Ou plutôt sur le même rivage, mais dans un autre temps, avec d'autres gens.
Elle retournait sur la plage avec toute la vitesse que lui permettaient ses mini-bras et ses mini-jambes, nage de petit chien et affolement. Elle s'échouait avec une dernière vague, levait le nez, et sa mère était bien assise sur les rochers, avec les autres mères. Les petits piaillaient, les grands se bagarraient avec des bâtons, en tentant de se crever les yeux et de se rompre le cou. Tout était normal. Et moi, j'ai bien aimé ce passage, parce que c'est un passage de grande peur enfantine, de peur de perte. Oui, c'est un passage de peur et de perte, mais c'est aussi lié à mon obsession du temps quantique. Parce que ça parle aussi de la mécanique quantique, ce livre. De façon très... Ça survole. Abordable, quand même. On puisse dire. Parce qu'en fait, c'est... Alors, ça fait 4 ans que j'avais pas publié le livre. Et donc, en 4 ans, j'ai beaucoup de choses qui se font dans mon petit cerveau. Et donc, ça parle aussi de tout un tas de choses qui m'importent. Donc, l'illusion du libre arbitre, le couple, la famille, évidemment, toutes ces choses-là. Les systèmes mafieux, la corruption sur les îles, enfin, tout un tas de choses. Et la mécanique quantique. Je suis fascinée par la mécanique quantique. Et je suis fascinée par le temps, depuis toujours. Quand j'étais petite fille, je me souviens, je devais avoir 6 ans, j'étais obsédée par minuit. Je me disais, mais alors, minuit, on n'est ni hier ni demain. Donc, si j'additionne cette demi-seconde-là de minuit, si je l'additionne à la fin de l'année, en fait, eh ben, ça va faire quand même pas mal de temps où j'étais perdue dans le temps. Bon, j'avais 6 ans. Donc, c'est quelque chose qui me tarabuse depuis longtemps, ce rapport que nous avons au temps. Et j'ai découvert, en lisant des livres de vulgarisation, et j'adore ce mot, vulgarisation, parce que nous, on est vulgaires, je ne peux pas lire autre chose que la vulgarisation sur ce qui est quantique. Et au moment où je le lis, je comprends tout, je suis incapable de le restituer après. Ça vous fait ça aussi, j'imagine. Vous comprenez des trucs très complexes quand vous les lisez, et après, si vous devez les réexpliquer, ben, vous êtes bien embêté. C'est pour ça que je note tout, moi. Je note, parce que si je note, je mémorise mieux. Et donc là, il y a quelque chose dont je parle dans ce livre, qui est quelque chose qui me fascine, qui est que le temps ne passe pas à la même vitesse. Quand on est en haut d'une montagne et sur le littoral, eh ben ouais, on a l'impression que le temps, c'est une entité en soi, presque objective. Alors, sauf s'il y a peut-être des physiciens ici, des astrophysiciens, ou des je sais pas quoi, ils vont me dire non, mais pas du tout. Et j'aimerais bien que vous me disiez non, pas du tout. Mais en gros, on a quand même cette vision du temps qui serait quelque chose qui existe à part nous. Et d'ailleurs, souvent je me dis, mais c'est fou, on nous montre tout le temps, mais vous savez, à l'école, en fait, vous avez une frise du temps. Vous avez l'impression, en fait, ça va de droite à gauche. Le temps, ça va de droite à gauche. Hein? De gauche à droite, merci. De gauche à droite. On va dire, c'est comme si c'était une frise, voilà, c'est une ligne, de gauche à droite. Et donc, on est comme une flèche, en fait, en partant vers la droite. Ça m'intéresse parce que je pense pas que ce soit comme ça tout le temps. Et je pense pas, c'est une forme d'intuition. Et donc je suis pas du tout une spécialiste de la question. Mais ça m'a toujours fasciné, en effet, par exemple, cette histoire des pendules, quand vous les mettez en haut d'une montagne et quand vous les mettez en bas sur le littoral, évidemment le temps passe pas à la même vitesse. J'ai été toujours fascinée par la ligne de changement de jour. Vous voyez, vous connaissez la ligne de changement de jour? Vous connaissez? En fait, on est sur une planète ronde. Il y a encore des gens qui pensent qu'elle n'est pas ronde, mais globalement, vous êtes à peu près au point là sur la question. Non, mais ça me fascine. Il y a quand même des gens qui pensent qu'elle n'est pas réalisée. On est plat. Bon. Non, mais c'est fou, hein. Il y a de plus en plus de gens qui pensent que c'est plat. On les interroge et il y a 37% des 18-35 ans qui pensent que c'est plat. Ok, d'accord, très bien. Donc, on est sur une planète ronde, et donc à partir du moment où on est sur une planète ronde, il y a un petit problème avec le temps, parce que c'est avec les décalages horaires. Vous êtes au point avec les décalages horaires? Ça me passionne, moi. Et il y a un moment donné, évidemment, il faut vous passiez d'un jour à l'autre, parce que sinon ça marche pas, parce que sinon vous allez toujours dans le même sens. Vous êtes toujours soit d'un côté, vous êtes toujours en avance, vous allez de ce côté-là, et sinon,
Si vous êtes de ce côté-là, vous allez toujours en arrière. Donc il y a un problème. Et bien, il y a une ligne de changement de date au milieu de l'océan. Tu le sais, mon Alix. Et cette ligne, elle traverse que l'océan et elle traverse jamais une terre habitée. Évidemment, sinon, ça serait compliqué. C'est-à-dire, tu vas faire ton marché, on est mardi, et tu reviens chez toi, on est lundi, et tu retournes là-bas. Ouais. Ça serait compliqué. Et donc ça, c'est des choses qui me fascinent et qui me passionnent. Donc voilà, donc ce passage-là, et c'est des trucs d'enfant. L'enfant est toujours très, très présent en moi, je Tu fais crois. une petite lecture. Alors, je vais faire un petit bout de lecture, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Quand on a... Tu connais ton bouquin quand même? Oui, à peu près. À peu près. Non, parce qu'en fait, avant, j'écrivais des livres avec des chapitres, des titres de chapitres. C'était hyper pratique. Comme ça, je me repérais hyper bien. Maintenant, je mets des numéros. Je crois que je vais recommencer avec les titres de chapitres, c'est plus facile. De toute façon, j'aime bien intituler, vous l'aurez compris. J'aime donner des noms et j'aime intituler. Encore un aparté. Vous savez qu'en fait, en France, on peut donner autant de prénoms qu'on veut à un enfant. Vous étiez au courant? C'est génial, non? Vous pouvez en donner 122 si vous voulez. Donc, je me suis arrêtée à 4 pour ma fille, la dernière. Mais je trouve ça génial. En fait, moi, je suis toujours prête à donner... Pardon? Oui, c'est ça. Je me suis dit, si elle rate son bac, elle va m'en vouloir. Donc, je me suis arrêtée à 4. Voilà. Elle a 2 noms de famille et 4 prénoms. Déjà, c'est pas mal. Bon. Alors, là, on parle des 4 filles. Salvatore. Elles eurent toutes 6 ans, un jour ou l'autre, sur cette île. Ce fut le meilleur moment de leur vie. Sans doute parce qu'à 6 ans, elles étaient trop égoïstes et trop comblées pour percevoir les ténèbres. Souvenez-vous de cet âge où la vue d'un lit vous donnait envie de faire du trampoline et pas du tout de vous y assoupir. Souvenez-vous de cet âge où vous faisiez 8 fois le chemin qui menait à la plage parce que vous couriez devant les adultes et que vous reveniez sur vos pas pour aller les chercher comme un chiot impatient et puis vous repartiez en sens inverse et ils étaient, les adultes, si lents, si lourds, si bavards. Souvenez-vous de cet âge où jamais vous ne marchiez, mais toujours sautilliez. Souvenez-vous de cet âge où construire un château de sable vous demandait un tel degré d'implication que vous étiez quasiment désespéré à l'idée de sa nature éphémère. Souvenez-vous de cet âge où vous aviez toujours raison, même si vous étiez aussi peu expérimenté qu'un beignet. Souvenez-vous, les adultes étaient incessamment tiraillés, quand ils vous parlaient ou vous regardaient, entre l'agacement et l'attraction. Vous ignoriez que les mammifères sont programmés pour aimer leur progéniture et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une progéniture de mammifères. Ne les voyez-vous pas s'extasier devant des chatons ou des bébés phoques? Cela ne vous alertait pas, vous continuiez de sauter sur les lits et de danser en ayant l'impression d'être une ballerine, la grâce incarnée, la beauté absolue et personne ne vous détrompait. Souvenez-vous de cet âge où vous aimiez tant que l'on vous chatouille et vous riez. De ce rire particulier, hoquetant, idéal, éphémère, un rire de plaisir pur, un modèle de rire, un rire qui disait « Je n'en ai pas assez, je n'en aurai jamais assez, je veux que ça continue toujours ». L'impossibilité de revenir à cet âge, l'impossibilité paralysante de revenir à cet âge. Et vous deviniez déjà que plus on vieillit, plus on se fossilise, plus on s'immobilise, plus on devient une excroissance osseuse qui a du mal à bouger, plus on devient une arthrose ou un genou sans cartilage, et moins on aime sauter sur les lits et se faire chatouiller en hoquetant. Vous le deviniez, mais ça ne vous arriverait jamais. Vous étiez quelqu'un de spécial, sans doute immortel. C'était impossible autrement. Vous regardiez les adultes avec un peu de pitié. Ils étaient si vieux et leur corps était si poilu, si peu discipliné. Le vôtre était une flèche, quelque chose qui traversait l'espace, avec agilité, avec une forme de ferveur, quelque chose de lisse, de soyeux, d'odorant. Vous étiez parfaite. Les adultes vous le disaient d'ailleurs. Les adultes aiment tellement les enfants. Ils aiment les toucher, les embrasser, ou du moins les femmes. Vous l'aviez remarqué.
Les hommes aiment leurs propres enfants, peu souvent à parts égales. Vous l'avez remarqué aussi. Mais rarement ceux des autres. Mais ce n'était pas un problème. Vous pensiez que vous resteriez toujours ainsi. Vous le saviez. Vous étiez si mignonne, tout le monde le disait. Voilà, l'histoire des 6 ans. Mais c'est vrai que c'est très présent, moi, mais l'attention que je porte aux enfants, là, je prends beaucoup le train en ce moment, et je passe mon temps à regarder mes contemporains, et je prends des notes tout le temps. Et ça me passionne, en fait. Comment on s'accommode, chacun d'entre nous, de nos vies et du monde dans lequel on est plongé. Voilà. Flora, tu nous parles des symboles dans le roman. Oui, alors j'ai vu qu'il y a... Le premier symbole, c'est l'île. L'île où Aïda revient après 15 années d'absence. Elle ne revient pas d'ailleurs directement dans la maison familiale qui est délabrée, donc qui n'est plus habitée. Et moi, dans cette maison délabrée, j'ai vu la famille, j'ai vu une image de sa famille qui s'est disloquée après la disparition de Mimi. Je voulais savoir comment vous avez travaillé par rapport aux symboles de votre roman. Alors, Flora, pardon, je redis pour ceux qui n'ont pas pu t'entendre. Flora parle des symboles et du symbole de la famille, avec le fait que quand Aïda revient sur l'île, elle revient non pas dans la maison, ce qu'on appelle la maison du bas, la maison où toute sa famille vivait, qui est complètement délabrée, comme tu dis, et elle va aller dans... je ne sais plus comment je l'appelle, la grande maison peut-être. La maison du haut. Je dis la maison du haut, la grande maison. C'est la maison de la grande ville, donc c'est une espèce de demeure bourgeoise extrêmement. Oui, hein, c'est le domaine des sycomores, je crois que ça s'appelle. Une grande demeure. Et elle retourne là. Et alors, je t'avoue que je ne travaille pas du tout les symboles. Ils existent parce que j'aurais du mal à t'expliquer pourquoi. En fait, ils existent parce qu'ils existent. Elle est bien ma phrase. Hein. En fait, je n'y pense pas quand j'écris. Je n'y pense pas, mais en même temps, je sais que je suis extrêmement influencée par le conte en général. Tu vois, les légendes. Alors, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a une partie du texte qui s'appelle Contes et légendes de la famille Salvatore. Donc, dans les contes et les légendes, on est dans la parabole, on est dans le symbole. Et donc, c'est très présent, mais c'est jamais complètement conscient. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'y tiens beaucoup. Enfin, c'est pas que j'y tiens, c'est que si ça devenait conscient, tout ce que je raconte dans mes histoires, si je me disais, je suis en train de fabriquer une histoire avec des symboles, je crois que ça perdrait, enfin, à mon niveau, je pense que ça perdrait une forme d'immédiateté, d'intuition. Tu vois, donc en fait, évidemment, la famille, tu as raison, la famille, la maison abandonnée et détruite, c'est l'image de la famille dévastée. Mais c'est aussi plein d'autres choses, puisque le fait que tout à coup il s'installe dans une grande maison bourgeoise, qui est le domaine de la vieille Gandolfi, qui était la patronne de la maman des filles, c'est aussi une accession à un niveau social qui ne leur appartenait pas du tout et qui va être important dans toute l'économie familiale. Évidemment. Mais en fait, les symboles, je ne les travaille pas du tout. Les symboles, ils existent, ils arrivent, ils surgissent. J'ai une grande confiance dans le surgissement. C'est aussi parce que je crois que c'est encore une fois lié à une pratique d'écriture depuis toujours qui est un peu enfantine. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais une petite fille qui écrivait, j'étais une jeune fille qui écrivait, j'étais une adolescente qui écrivait, je suis quelqu'un qui écrit tout le temps.
Et donc c'est comme si je me mettais toujours en comment dire, en connexion avec quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient et de ma confiance dans l'étrangeté. Et donc je n'y pense pas au symbole et je ne veux pas y penser. Parce que, encore une fois, en tant qu'éditrice, je lis tellement de manuscrits où... je vais dire un truc qui est terrible, mais c'est un truc qui me vient souvent, c'est... Je trouve que ça sent la sueur. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que ça sent que c'est laborieux. En fait. Ils veulent nous expliquer quelque chose et ils veulent donc nous mettre des éléments comme ça, démonstratifs, des éléments de commentaires en permanence. Et je pense que c'est pas là où on est les meilleurs, nous les écrivains. Voilà. Avant de passer la parole à vous tous, toutes, à la salle, Flora aura le mot de la fin pour une bizarrerie. Mais moi, je voulais juste te parler de ce tournant dans tes œuvres, ce drame familial choral, j'appelle ça comme ça, enfin, c'est peut-être, c'est mon mot en tout cas. C'est ton 11e roman. Ouais. Et moi, je trouve, enfin, j'ai quand même lu les autres, je trouve qu'il y a un tournant dans ton écriture, dans ton imaginaire, dans ta façon de restituer, dans ta façon de nous accrocher. Et je trouve qu'il y a un tournant dans ton écriture et c'est comme un aboutissement, comme une vitesse de croisière. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, c'est complètement subjectif. Hein. Bon, après, c'est la bibliothécaire aussi qui parle, parce que je lis beaucoup de livres aussi. Moi, je trouve que dans ce livre-là, il y a un cap, en fait. Enfin, il y a quelque chose qui... Oui, mais ça, je ne saurais pas dire. Oui, mais moi, je donc, en tout cas, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Et je tenais à le partager avec vous tous. Mais tu as raison qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Et dans des articles, tu sais, il y avait, je sais pas quoi, ce jour-là, genre, le livre de la maturité. Donc là, tu sais que là, tu commences à vieillir. Et donc... L'âge mûr, c'est comme si c'était proche, ce qui précède l'âge pourri, c'est ça qui nous fait. C'est abominable. Et donc, moi, c'est personnel, et en tout cas, moi, j'ai pas lu ces articles-là, mais je trouve qu'il y a une vitesse de croisière, il y a une fluidité dans le récit, qui fait que vraiment, pour moi, c'est une œuvre. Enfin, je te souhaite d'écrire et de continuer, et je suis sûre que tu vas le faire. Mais il y a quelque chose d'abouti et quelque chose de. En tout cas, ça restera une œuvre phare. En tout cas pour moi. Donc voilà. Oh bah, écoute. Voilà. Vous êtes tous témoins. Et Flora, je laisse Flora nous parler d'une bizarrerie du livre pour la fin, en tout cas de notre partie, puisque vous allez pouvoir en parler avec nous. Je te laisse la parole, Flora. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est l'anecdote avec les ânes, parce que quand le père arrive sur l'île, c'est le jour où les habitants mettent des ânes sur les toits des maisons. Alors je voulais savoir si vous étiez inspiré de quelque chose. Ah oui, alors dans les passages qui s'appellent Contes et légendes de la famille Salvatore, je raconte comment le père est arrivé sur l'île de Yazza, parce que lui, il vient d'un village sur les flancs de l'Etna. Et il arrive sur l'île. Il arrive le 2 mai, je crois. Et je dis qu'entre le 30 avril et le 1er mai, on met les ânes sur les toits. Et alors c'est drôle parce qu'en fait, on m'a souvent parlé de cette histoire-là. Enfin, on m'a dit, mais c'est drôle cette histoire de mettre les ânes sur les toits. Et alors on met les ânes sur les toits, pourquoi ? Parce que c'est pour empêcher les gens d'aller à la carrière. C'est pour empêcher les gens d'aller au travail, puisque le 1er mai, c'est chômé. Et en fait, cette histoire-là n'existe pas, je pense, en Sicile. Mais un jour, et quand on est écrivain, on fait feu de tout bois. Un jour, j'ai vu une histoire comme ça, un bout de documentaire, en passant dans le salon, je sais pas, la télé est souvent allumée, je la regarde pas, moi. Et je me suis arrêtée debout comme ça, bon, je regarde. Je me suis dit, tiens, c'est marrant cette histoire. Et ça passait en Grèce, sur une île en Grèce, il y avait ce truc-là. Ils mettaient les ânes sur les toits
entre le 30 avril et le 1er mai, de façon à ce que les gens ne partent pas à la carrière, ou à, je dis la carrière, dans mon histoire c'est à la carrière, mais peut-être à un autre endroit, ou dans les champs, ou je ne sais où, et ils mettent les ânes sur les toits. Et c'est devenu une tradition. Entre le 30 et le 1er, il y a les ânes sur les toits. Dans mon histoire, le 2 mai, il y en a toujours un, parce qu'en fait, vous imaginez bien que pour mettre les ânes sur les toits, entre le 30 et le 1er, ils sont à la fois très nombreux et ils ont à la fois 4 grammes d'alcool dans le sang. Donc tout le monde est bien joyeux. Hop, ils les montent sur les toits et les pauvres ânes, après il faut les redescendre. Et le lendemain, il y a la gueule de bois, donc c'est compliqué. Et donc certains restent le 2 mai, ils sont encore sur les toits. Et donc dans l'histoire, il y a ce pauvre âne qui est valétudinaire, qui est sur son... On dit qui braille ou qui brame? Non, c'est qui braille. Hein, il braille. Oui, mais, ouais, il braille. C'est brailler le verbe, hein, avec un Y. Mais R-A-Y-E-R, non? Ah, c'est brève? Merci. Qui braille alors? Tout le monde. Les gosses en TGV. Et donc, ils braillent. Et ils les mettent sur les toits. Et le pauvre âne, voilà, il tombe du toit. Et il tombe sur Salvatore, qui vient de débarquer. Et c'est le commencement, en fait, de la légende familiale. Donc c'est comme ça, en fait, que c'est arrivé. C'est ce truc, en fait, que tout ce que... Enfin, c'est parce que je ne l'ai pas noté, hein, en fait, quand j'ai entendu cette histoire, mais elle a ressurgi. Voilà, donc désolé pour brailler, bramer. Bien. Ben nous, en tout cas, on a fini d'épioter ton livre. Mais en tout cas, si vous avez des questions, des remarques, si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas encore lu, voilà, vous n'hésitez pas à nous faire part de vos sentiments, de vos remarques. J'ai le micro, je peux le passer. Vous n'osez pas, hein. Mais sinon après, alors c'est toujours... Juste pour vous dire, moi je connaissais un petit peu... Le micro peut-être. Non, alors moi je suis pas entendante. Non, elle n'entend pas bien. Juste pour vous dire que moi je suis tombée comme ça par hasard sur votre livre parce qu'il y avait coup de cœur sur la pochette du livre. Et puis, j'ai dit, tiens, ça m'a éveillé ma curiosité et tout. Et j'ai adoré du début jusqu'à la fin. J'ai été embarquée dans cette histoire. Et je trouve que la fin, enfin moi, c'était surprenant. J'ai trouvé que c'était... On n'a pas parlé là de la fin. Mais j'ai trouvé... Moi, je ne pouvais pas lâcher... Non, mais je sais bien, je ne dis pas. Mais moi, je ne pouvais pas lâcher le livre. D'ailleurs, ce soir-là, on a dîné plus tard parce que moi, il fallait que je finisse la fin. Et j'ai été surprise de... Bon, on voit bien que l'histoire familiale, il y a beaucoup de secrets. Enfin, c'est déjà bien des... Je trouve qu'ils sont... Puis on s'y voit dans cette île. Enfin, moi, ça m'a fait penser à une île que je connais bien en Sicile. Enfin, bon... Ouais. Mais ça, c'est idéal. En fait, il faut que... J'étais plongée dedans, moi. Voilà, il faut qu'on s'imagine une île qu'on connaît ou qu'on aimerait connaître. Parce que Yazza, elle ressemble à plein d'îles de Méditerranée. Elle ressemble à Pantelleria, elle ressemble à la Corse d'ailleurs. Elle ressemble à la Sardaigne, enfin. Voilà, elle ressemble à plein d'endroits. Oh, j'aime bien. Oui, c'est vrai que l'ambiance est vraiment... et puis histoire de famille aussi, hein, parce que il y a des secrets, mais il y a aussi avec une des sœurs aussi. Il y a aussi un autre, on n'a pas... Enfin, il y a plein de secrets. Oui, voilà, c'est ça. Et... Hein, pour ceux qui l'ont pas lu, il y a plein de secrets. Voilà. Donc, toutes les familles. Hein. Voilà, je veux juste dire que... merci de m'avoir dit ça. Petite remarque? Oui, s'il vous plaît. Oui, il marche plus, je crois. Il marche pas, très bien. Est-ce que... Mais après, vous pouvez aussi, on peut se parler, voilà. Après, on peut se parler entre quatre yeux.
Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, j'ai emprunté ce que je sais de Vera Candida en prévision de cette rencontre. Pareil, je l'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé et je suis très heureuse que vous ayez parlé du jeu. Parce que ce que je sais, moi, tout le long, mais j'ai dit, mais c'est qui je jusqu'au bout. Et finalement, j'ai compris maintenant, parce que c'est vrai que c'est assez, il y a des choses un peu dures. Mais c'est peut-être, effectivement, il faudrait que je le relise au regard de ce que vous avez dit ce soir. C'est ce qui fait que finalement, on est quand même joyeux. Enfin, voilà, il y a des choses dures, mais ça passe quand même. C'est peut-être... voilà, non, mais en fait, je me rends compte que mes livres, ils racontent des trucs très durs, des histoires de vie mais oui, mais tragiques, mais... On est heureux quand même. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est peut-être oui ce jeu et je suis très contente de. Je sais pas pourquoi j'ai pas compris que jeu ça pouvait être l'auteur. Je sais pas. Bah non, mais vous inquiétez pas. Là, c'est plus facile dans celui-ci en fait parce que vraiment je prends à partie le lecteur, tout ça, donc on voit très bien que c'est moi, la narratrice, c'est moi la conteuse. C'est moi ce jeu. Mais dans ce que j'ai de Vera Candida, c'est plus ténu, en fait, ce jeu. Donc, mais là, c'est beaucoup plus clair dans Fille en colère. D'accord, merci. Ben, merci. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de votre rythme de sommeil et d'écriture nocturne. Est-ce que votre écriture est seulement nocturne ou en majorité ? Elle est surtout nocturne. Et si je pouvais, elle ne serait que nocturne. En vrai, non. En fait, ouais, elle est que nocturne. La journée, je fais plein d'autres choses. Donc, c'est une catastrophe d'ailleurs, hein, parce que Insomniaque, justement. réussir à faire tout ça. Vous ne dormez que 4 heures par nuit, mais est-ce que des fois vous dormez un peu en journée ? le truc, c'est que, alors, voilà, je dors pas bien. Mais comme tous les gens qui dorment très mal et qui se sont habitués à très mal dormir, je suis sûre qu'il y en a dans cette salle, hein, des gens comme ça, on chope du sommeil n'importe où. D'accord. Donc là, ce matin, hier soir, j'étais à Lille-sur-la-Sorgue. Je prenais le train, j'ai pris le train ce matin. Et là, je sais que je vais avoir 3 heures de train. Et donc, je vais essayer de me mettre à un moment donné en posture pour essayer de me reposer. Alors ça c'est le truc à la maison, je dis toujours je me fais un petit repos. Parfois je dors pas, mais c'est pas grave, je me repose. Sinon je tiens pas. Je suis comme tout le monde, hein, j'ai besoin de repos. Mais la nuit reste mon moment. Alors ça j'adore quand c'est les vacances. Mon vrai rythme, c'est ça. Enfin, c'est de me lever à 3h ou 4h du matin, j'écris, et me recoucher à 8h du matin, dormir 1 heure, bonheur absolu, et après l'après-midi me faire 1 heure de sieste. Ça c'est idéal, mais c'est pas hyper facile à accommoder avec nos vies. Donc quand je peux le faire, je le fais, et sinon je jongle en fait, mais comme plein de gens, hein. Mais sauf qu'en fait je me réveille à 4h, donc je peux pas faire autrement. Et est-ce que vous diriez que du coup c'est aussi une écriture un peu onirique ? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous diriez que c'est une écriture un peu onirique où il y a vraiment du réel dans cette phase de Mais réveil ? oui, bien sûr. Il y a je ne sais pas que l'écriture est onirique, mais évidemment si vous écrivez en pleine nuit, comme je disais tout à l'heure, nos pensées nocturnes, elles n'ont rien à voir avec nos pensées diurnes. Donc nos réflexions nocturnes, mais ils n'ont rien à voir avec ce qu'on pense la journée. Donc la nuit, quand vous vous réveillez et que vous vous mettez au boulot, vous avez une connexion, bien tout à l'heure, avec le rêve, quelque chose de nocturne, de nocturne et de noir, en fait. Parce que c'est intéressant, 4h du matin. 4h du matin, moi j'habite à Paris, dans un endroit très 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 peuplé. Et à 4h du matin, les gens qui se couchent tard se sont couchés. Et donc je regarde par la fenêtre, en fait, il n'y a plus une seule lumière allumée. Et les gens qui se lèvent tôt ne sont pas encore levés. Le métro, c'est 5h du matin. Je veux dire qu'à 3h30, entre 3h30 et 4h30 du matin, il n'y a pas de lumière.
Vous êtes tout seul dans la ville. C'est un moment de plaisir intense pour moi. Voilà. Après, je pense pour d'autres gens moins, mais moi, ça me fait extrêmement plaisir. Je me lève, je sais que je suis toute seule à être réveillée et dans ma maison et dans l'immeuble. Et c'est assez facile. Je me dis souvent, tout le monde est à l'horizontale. Je pense en fait aux gens, je suis au 6e étage, je pense aux gens en fait qui sont dans l'immeuble et je les vois tous, je les imagine tous allongés. C'est marrant quand même, non? Et voilà, ce genre de pensée. Et après, je m'assois devant mon ordinateur avec mon eau bien fraîche et mon chocolat noir, toujours chocolat noir et eau fraîche le matin, enfin la nuit, et puis je me mets à écrire. Et je pense aux gens qui sont allongés. Et vous avez déjà essayé d'écrire en journée ou ça vous plaît pas du tout? Oui, ça m'arrive d'écrire en journée parce que je dois rendre un texte ou parce que... Oui, ça m'arrive d'écrire en journée, mais c'est pas la même chose. Sauf que j'aime bien écrire même le matin, même si c'est pas 4h du matin, j'aime bien écrire le matin tôt. Par exemple, l'été, il fait jour très tôt, l'été. Et donc, j'adore ça, à 6h du matin, écrire dehors. Quand je suis en vacances, j'écris dehors et je me recouvre d'anti-moustiques, comme tout le monde. Et c'est un bonheur merveilleux, en fait. Donc, entre 5 et 7h30. Donc, on n'est plus la nuit, là, il fait jour. Hein. Et j'adore. Mais sinon, ça m'arrive, en effet, de devoir écrire le jour. Parce que j'ai des textes à rendre ou parce que ça me prend tout à coup. Mais ma préférence va sur l'écriture nocturne. Juste une remarque sur... j'ai beaucoup aimé l'humanité de Pipo, en fait, dans la narration générale et qu'on retrouve comme ça ponctuellement. C'est vrai. Je trouvais que c'était... Pardon. Merci. Et donc en fait oui, le rôle de Pipo comme ça qui est en arrière-plan mais qui revient et en fait J'aime bien que vous parliez de lui parce que pour moi c'est un personnage très important. Pipo évidemment c'est lui le veilleur. Pipo c'est un personnage dans ce livre qu'on rencontre dès le début du livre qui est un homme sur l'île qui a accompagné les filles quand elles étaient gamines parce qu'il était gamin en même temps et c'est quelqu'un qui sait à peine parler et il est le cantonnier de l'île et lui il est toujours présent parce que il regarde, il veille et ça va être un personnage très important et c'est un petit peu comme le chœur dans un opéra d'ailleurs, il est présent tout le temps de loin en loin, on le voit apparaître. Mais les personnages comme ça, j'aime bien aussi que les personnages secondaires deviennent des personnages importants. On a un autre personnage qui est un personnage très secondaire au début, qui est Leonardo, qui est le mari de l'une des sœurs, Violetta, et ce personnage va se déployer. Il va vraiment prendre toute son importance. Et même à la fin, je m'interroge moi-même, et je le dis, peut-être que c'est lui le vrai héros de ce livre. Et j'aime bien ça, donner une vie et donner de l'importance à des personnages qui au début sont vraiment de second plan. Mais j'ai une passion quand même pour les personnages secondaires, dans les films aussi. Par exemple, j'ai une passion pour les films des frères Cohen. Je pense à ça, ce que je veux dire. Parce que les frères Cohen, en fait, c'est les rois des personnages de second plan, des personnages secondaires. Et qui ne sont pas utilitaires. Vous savez, ce qui m'agace beaucoup et ce qui m'accable, c'est que... parce que moi, on me demande souvent, pourquoi tu n'écris pas des scénarios? Évidemment, je serais riche si j'écrivais des scénarios. Parce qu'évidemment, les livres n'alimentent pas trop son homme en général, donc sa femme. Donc c'est pas si simple de vivre avec ces livres. Mais les scénarios, bon, ça c'est le grand truc. Tous les gens qui écrivent, qui savent écrire, ils écrivent des scénarios maintenant. Sauf que les scénarios... Je trouve que et surtout les scénarios de séries, j'en regarde par ailleurs moi, mais la majorité des séries que je regarde, en fait, je trouve qu'elles sont trop pleines de conventions narratives. Et les personnages secondaires sont justement des personnages utilitaires, très souvent. Et d'ailleurs, c'est même tellement accablant, c'est que
Et donc, ça agace beaucoup les gens avec qui je vis. C'est qu'évidemment, je regarde le début de la chérie, je dis, ah oui, mais ça va être lui qui va faire ça. Évidemment, mais c'est pas sorcier, c'est des ressorts narratifs tellement convenus que je trouve ça un peu tristoun. Alors, c'est pour ça que j'aime les personnages secondaires qui ont l'air de ne pas servir à grand-chose au début, qui sont là, juste un peu en arrière-plan, font partie du décor. Et après, ils peuvent prendre tout leur essor. Et Pipo, il est comme ça. Et Leonardo aussi. En tout cas, moi, dans votre livre, je n'ai pas vu les ressorts. Je vous dis, j'ai été surprise. Je ne sais pas si les gens savent. Faut pas leur dire. Ah ben non, je ne dirais rien. Mais voilà, c'est pas... moi aussi, des fois, dans les séries, je dis, tiens, c'est Lise. Mais là, non. Très bien. Tant mieux. Et alors j'avais une question. Tout à l'heure, vous avez dit les livres que j'ai publiés. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous avez des livres que vous gardez, qui ne sont pas publiés parce qu'ils ont besoin de grandir, de grossir, enfin de prendre de l'étoffe? Non, c'est parce que mais c'est drôle, vous avez relevé ça. J'ai écrit énormément. Et depuis que je suis toute petite fille, j'ai écrit, et je disais toujours, j'écris des textes. Bon, en fait, c'était des romans que j'écrivais. Ça faisait 200 pages, 300 pages. Donc j'ai beaucoup écrit parce que je m'étais dit, si je veux devenir écrivain, il faut que je m'entraîne. Un peu comme si je voulais faire le marathon. Donc, et comment on devient écrivain? Il me semble, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs aux jeunes aspirants écrivains, il faut lire. Tu lis et t'écris. Et tu t'entraînes. Et ça vient. Alors, l'avantage des ateliers d'écriture, ça c'est autre chose, c'est parce que ça permet en tout cas à ceux qui participent aux ateliers d'écriture d'avoir une réception immédiate de leur texte par rapport à un collectif. C'est une chose. Mais sinon, écrire, c'est... apprendre à écrire, c'est lire et s'entraîner à écrire. Donc j'en ai beaucoup écrit, des textes, et que je n'ai jamais publiés, qui sont toujours sous mon lit, à Rosny-sous-Bois, chez ma maman, qui est là. Il y a un jour, m'a dit, tu veux les reprendre? Oh non, surtout pas. Et puis, par ailleurs, j'ai écrit très souvent entre 2 romans publiés, j'en commence un autre, et je ne termine pas. Donc je commence un texte, et j'en écris 60 pages, 100 pages, puis j'ai plus envie. Et si vous vous levez à 4h du matin, vous n'avez plus envie d'y aller. Alors souvent, je continue quand même, parce que je me dis, bon, peut-être que c'est un mauvais moment à passer. Et puis parfois, si ça continue, en fait, je m'interromps. Donc j'ai beaucoup de livres interrompus, beaucoup de textes interrompus. Mais voilà, c'est pas grave. Alors je les jette pas, moi je suis pas du genre allez, au feu. Un truc un peu grandiloquent comme ça. Non, je les garde en me disant, bon, je vais pas les jeter, mais je m'en sers jamais. Et voilà. Donc j'ai toujours, et voilà, j'écris depuis, quand j'ai décidé d'être écrivain, je pense que j'avais 7 ans, je me souviens, dans la cour de l'école Marie-Bétrémieux, à Rosny-sous-Bois, quand on me demandait qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, je disais, je serai écrivain. Donc voilà, donc ça me tient depuis que je suis toute petite fille. Voilà. Bon, je crois que là, il est tard, 19h38. On est bien. On va... En tout cas, merci.